à la crise. Et nous accueillons aujourd'hui M. Julien Paula, que je remercie de sa présence. Elle est organisée par l'Association régionale des auditeurs de l'IHEDN. Avant de vous présenter notre orateur, je souhaite rappeler les deux règles de bon déroulement de cette conférence. Premièrement, puisque chacun est chez soi et qu'il peut y avoir des bruits parasites divers et variés, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît, durant toute la durée de la réunion. Par ailleurs, si vous souhaitez poser des questions à M. Paula, vous pouvez utiliser le chat, le petit bouton qui est en bas marqué « Converser », intégré à votre écran d'ordinateur, pour les écrire. Je les collecterai pour vous, les synthétiserai et les poserai à M. Paula, soit immédiatement, soit en cours de réunion, selon la pertinence. Voilà pour les quelques règles du jeu. Je vais maintenant vous présenter très brièvement notre conférencier pour ne pas trop empiéter sur son temps de parole. Bonjour, Monsieur Paula. Encore une fois, merci d'avoir accepté d'intervenir dans notre visioconférence. Avec grand plaisir. Malgré les diverses occupations que vous avez tout spécialement dans cette période. Vous avez 35 ans, j'espère que c'est toujours vrai. 36 depuis la semaine dernière. 36, donc perdu, tant pis. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et de Subdeco. Vous avez été auditeur de l'IHEDN dans sa 205e session. Il y a beaucoup de points qui nous rapprochent d'ailleurs. Vous êtes vice-président du conseil départemental et vous êtes aussi, et c'est ce dernier mandat qui nous rassemble aujourd'hui, maire de Voiron et donc responsable et de 400 collaborateurs et de 21 000 citoyens. Lors de votre prise de fonction, si je ne m'abuse, c'était le 14 avril 2014, vous étiez sans doute loin de vous douter que vous alliez être confronté à un épisode qu'on peut qualifier de sans précédent de la vie politique française. En effet, cette crise sanitaire qui nous frappe et ses prolongements économiques et sociaux vous mettent face à un défi que vos prédécesseurs n'ont, heureusement pour eux, pas eu à connaître. Durant toute cette crise, vos administrés ont été et sont encore en attente de moyens, d'explications, de réconfort, d'accompagnement ou même simplement d'écoute. Alors, face à un virus qui n'en finit pas de circuler, à un gouvernement dont l'embarras permanent a gravement érodé la confiance des citoyens, à un durcissement sans précédent du jacobinisme bien français, face à la désespérance de nombreux acteurs économiques et à la peur qui gangrène les esprits, la question que je vous pose pour introduire notre sujet, quelle marge de manœuvre, quelle recette miracle reste-t-il aux maires que leur rôle irremplaçable d'élus de proximité place dans leur territoire en première ligne des réponses à apporter? Je vous remercie d'avance de votre témoignage. Bien, merci à vous pour cette introduction qui me donne l'occasion d'une entrée en matière. D'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux de retrouver mes camarades de l'IHEDN à cette occasion. Ça m'a fait plaisir de voir le visage il y a quelques instants à la fois de Rosen, de Florent, d'Annette. Je vois Olivier qui s'affiche sur l'écran. J'ai eu le plaisir il y a quelques instants de voir Lino Iannetta qui m'a accueilli dans la réserve citoyenne de la gendarmerie, qui est parti un peu loin, mais c'est un plaisir d'avoir vu son visage. J'espère qu'il nous rejoindra de nouveau tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est, j'ai préparé un petit propos d'une dizaine de minutes pour répondre quel est le rôle d'un élu local face à la crise. C'est comme ça que les choses avaient été intitulées. Ah bah voilà, Lino revient. Je disais, mon cher Lino, que j'étais heureux de te voir par écran interposé. D'abord, une chose que je voudrais dire sur le caractère sans précédent de cette crise qu'on évoquait. Il est clair qu'une crise sanitaire de cette ampleur, c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu, que tous les responsables à toutes les échelles, mais c'est vrai autant dans la vie publique que dans la vie privée, se confrontent à la nécessité de gérer ça d'une manière complètement inédite. Bon, il faut relativiser les choses. Moi, quand j'entendais le président de la République dire qu'il est difficile d'avoir 20 ans en 2020, j'aime à rappeler que ceux qui sont nés en 1900, à 20 ans, ils sortaient de la Première Guerre mondiale, que ceux qui sont nés en 1920, à 20 ans, ils rentraient dans la Seconde Guerre, que ceux qui sont nés en 40, ils étaient probablement en Algérie à cet âge-là, et que c'était des épreuves qui étaient quand même pas moins difficiles à vivre que celles dans lesquelles se trouvent les jeunes de 20 ans aujourd'hui, que combien même on a des vrais périls en matière
de crise économique, de crise sociale, que la crise sanitaire fait des victimes et met en tension notre système d'une manière douloureuse. On a encore précipité personne sur les routes de l'exil. On a eu des ruées dans les supermarchés pour s'approvisionner en papier toilette, mais personne n'a peiné à trouver de quoi mettre dans son assiette. Donc, bon, quand on me dit « mais comment vous faites face à cette crise ?» je dis très modestement que d'autres ont eu à faire quand même bien pire dans le passé. Importe de le rappeler. Toutefois, évidemment, cette situation, elle est particulière. Pourquoi les collectivités locales sont des acteurs de la crise? Je dirais d'abord à 3 titres. On est des acteurs de la crise parce que d'abord, on a la responsabilité d'un certain nombre de compétences dans le champ de l'action publique, des compétences qu'il faut maintenir en toutes circonstances. En tant que maire de Voiron, la première chose dont j'ai envie de parler, parce que c'est pour moi celle qui a été la plus sensible à gérer depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a une responsabilité directe auprès des quelques personnes âgées qui sont placées sous notre responsabilité dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qu'on gère. On a un EHPAD, on a un foyer logement, ce qui nous fait grosso modo 150 personnes qui sont âgées, en partie dépendantes, en tout cas classées dans les personnes vulnérables par rapport aux effets de la crise, enfin des effets du virus. C'est des gens que les familles nous confient parce qu'elles considèrent qu'elles seront plus en sécurité et plus en confort dans les établissements qu'elles ne peuvent l'être chez elles. Et je me considère vis-à-vis d'elles un devoir majeur d'assurer cette exigence de sécurité sanitaire. Et je peux dire qu'au fur et à mesure des années, j'ai même développé avec la plupart d'entre elles des relations individuelles, affectives, qui font que mon plus gros stress depuis le mois de mars, c'est invariablement que nos établissements soient percutés par le virus et qu'on ait à constater des vagues de décès auprès des résidents qui sont placés sous notre responsabilité. Et ça a été vraiment une part énorme dans la crise. Je le dis tout de suite parce qu'on pourrait y revenir si vous voulez, mais ça a été vraiment pour moi le niveau de tension et de stress le plus important. Dans les services publics qu'on a eu à maintenir en toutes circonstances, on a une responsabilité dans le champ de la sécurité, on a des policiers municipaux qui interviennent sur l'espace public, qui ne s'est à aucun moment posé la question de savoir si leur activité devait s'arrêter. La police municipale a une permanence d'action qu'il a fallu maintenir en toutes circonstances. On a à tout instant maintenu des crèches et des écoles qui ont fonctionné pendant le premier confinement sous un format réduit, puisque les enfants, dans leur grande majorité, n'étaient plus ni à la crèche ni à l'école, mais toutefois, on les conservait ouvertes pour accueillir les enfants des personnels de santé entre le mois de mars et le mois de mai. Donc, il a fallu les maintenir ouvertes avec des protocoles sanitaires auxquels on est maintenant accoutumé, mais qu'il a fallu complètement découvrir au mois de mars, avril, avec une grosse appréhension des agents, du personnel, avec la nécessité, avec la certitude chaque jour de savoir tout simplement combien d'enfants on accueillerait. On ne savait pas si on en aurait le matin 15 ou 2 ou pas du tout, ou 30, parce qu'on a eu des irrégularités importantes qui ne permettaient pas d'anticiper facilement le dimensionnement du service. Nos collectivités ont un rôle en matière de solidarité dans le champ de l'action sociale. Et là aussi, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était une option que le CCAS reste ouvert vis-à-vis des personnes vulnérables ou pas. Parce que les personnes fragiles auxquelles on s'adresse en temps normal, elles sont d'autant plus fragiles quand la crise survient. Et pour celles-là, il a fallu qu'on reste accessible. Donc, on maintienne le champ d'action sociale d'urgence, qu'on maintienne les guichets du CCAS ouverts. On a mis en place des lignes d'appel avec des bénévoles qui nous ont appuyés pour que un recensement des personnes vulnérables nous permette chaque jour de passer un coup de fil pour savoir si tout allait bien chez elles, si elles n'avaient pas besoin d'être accompagnées. Et on a développé le portage de repas à domicile pour que les gens qui ne sont pas en capacité de préparer leur repas de manière autonome reçoivent un repas prêt à être consommé tous les jours. Donc là, c'est une prestation qui existe déjà, mais qui a fallu faire monter en puissance très vite pour que, dans le champ de l'action sociale, on soit en mesure de rester accessible et au soutien de ces personnes-là. Et puis, on continue d'avoir des responsabilités de gestion de l'espace public. On ne peut pas interrompre du jour au lendemain l'entretien de nos espaces verts, de notre jardin de ville. On ne peut pas mettre un terme aux tournées de propreté d'espace public. Et puis, on a une continuité d'état civil qui fait qu'on a un plan de continuité de l'activité qui a déterminé quelles étaient les fonctions stratégiques auxquelles on ne pouvait pas renoncer malgré le niveau d'intensité de la crise. Et donc, c'est évidemment une grosse gymnastique de réorganisation pour que ça soit maintenu. Le deuxième champ qui justifie que les collectivités s'engagent, c'est parce que la commune
en tant qu'échelon de plus grande proximité, est souvent un peu la voiture balai de tout ce dont les étages au-dessus de nous se défaussent. Et puis, le fait d'être l'échelon de proximité par excellence fait qu'on est souvent questionné, interpellé, interrogé, voire mis en cause par nos administrés, y compris sur des champs où on n'est pas compétent. Et donc, on se retrouve souvent pris à témoin d'un certain nombre d'interrogations qui ne relèvent pas de nous, mais ça fait aussi partie de nos prérogatives que d'informer, que de relayer, que d'essayer de faire savoir ce qu'il en est. Chaque fois qu'il y avait une allocution du président de la République ou une conférence de presse du gouvernement pour changer des règles de confinement ou de déconfinement, les gens qui n'écoutaient pas la télé suffisamment attentivement, le lendemain matin, on était assaillis de questions des gens qui s'adressaient à la mairie pour savoir concrètement qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Et c'est notre responsabilité que de leur apporter des réponses. Et donc, il a fallu, de ce point de vue-là, mettre en place aussi un petit service de veille sur toutes les évolutions réglementaires, en rentrant aussi dans un certain niveau de détail, parce qu'on a parfois des professionnels qui nous interrogeaient sur la nature particulière de leur activité, sur ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Et notre rôle, c'est de leur apporter une réponse qui a de la valeur. On est quand même un établissement public. Quand on leur donne une réponse, ils sont en droit de nous donner crédit de la valeur de la réponse et d'adapter leur comportement à cette lumière-là. Donc, ça demandait évidemment des précautions importantes. Et puis, il faut dire, plus particulièrement dans la phase de début de crise, qu'on a eu localement à compenser un certain nombre de carences de l'État, notamment lorsqu'il s'agissait de faire face aux pénuries de masques, de solutions hydroalcooliques. Quand l'État n'était plus en mesure d'approvisionner les professionnels de santé, les aides à domicile, les agents d'EHPAD, il a fallu qu'on combine de notre côté pour savoir comment on trouvait des masques dans l'urgence, comment on trouvait de la solution hydroalcoolique pour mettre dans nos crèches, pour mettre dans nos écoles, pour mettre dans nos EHPAD. Et même, et ça a été une phase importante pour nous, on s'est organisé pour faire qu'à l'échelle du territoire de notre intercommunalité, Voiron, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 21 000 habitants, au cœur d'un territoire plus vaste qui s'appelle le Pays Voironnais, 31 communes, à peu près 100 000 habitants. On s'est organisé à l'échelle de ce territoire intercommunal pour être en mesure d'apporter 2 masques par habitant au mois de mai, le jour du déconfinement. Notre objectif, c'était de dire, on veut que les gens, du jour où ils sont autorisés à sortir de nouveau chez eux, soient en mesure de disposer de 2 masques lavables réutilisables pour être en sécurité au moment où ils sortent de chez eux, à une époque où le masque n'était pas encore obligatoire, mais où les gens étaient en recherche d'en disposer pour se sécuriser et où on était en pénurie générale. Et c'est là où la valeur de notre réseau de proximité nous a permis de trouver des solutions que l'État potentiellement n'avait pas réussi à trouver à l'échelle des besoins du pays. On a trouvé des masques, donc 200 000 masques, puisque 2 masques par habitant sur un territoire de 100 000 habitants, par l'intermédiaire d'une entreprise locale qui est à Voiron, c'est les établissements de Nantes, qui font traditionnellement du linge de maison pour l'hôtellerie, pour les croisiéristes, sur un niveau de gamme assez élevé, et on leur a commandé les 200 000 masques qu'ils ont produits pour nous, dans les délais qui ont permis d'honorer cet engagement que ces masques seraient disponibles au moment du déconfinement. Si on n'avait pas la relation de proximité avec eux qui nous permettait de les aider à réorienter leur chaîne de production et à nous approvisionner pour ça, on n'aurait pas réussi à faire face. Et on a trouvé cette solution parce que c'est, excusez-moi du terme, mais de la débrouillardise de terrain, quoi. Sauf que dans ces moments-là, elle était bien utile, au même titre que dans les premiers balbutiements de la crise sanitaire, dans les premiers jours du confinement, entre la mi-mars et début avril, l'urgence numéro 1, c'est comment on trouve du gel hydroalcoolique pour que les gens puissent se désinfecter les mains. Qui nous a approvisionné au moment où il y avait des ruptures sur toutes les grandes chaînes privilégiées? Ça a été les caves de Chartreuse, produisent la fameuse liqueur dont je suis particulièrement friand. Ils avaient des quantités d'alcool et ils ont mis en place une chaîne de solutions hydroalcooliques. Ils nous ont approvisionnés. On a Anthésite, que certains connaissent peut-être. C'est un concentré de réglisse qui se met à diluer avec de l'eau, qui était dans la besace des poilus dans la Première Guerre, parce que c'est une entreprise qui est aussi vraiment une entreprise patrimoniale. Ils ont réorienté très vite leur chaîne de production pour produire des solutions hydroalcooliques dont on a pu profiter. Et puis quand il s'est agi de pouvoir apporter un peu de réconfort au système hospitalier
ou aux EHPAD, on a la société Radial qui nous a fourni des stocks stratégiques de masques dont ils disposaient, des visières de protection qu'ils ont très vite fabriquées sur la base des matériaux dont ils disposaient dans leurs usines. Et là, très clairement, on peut dire rétrospectivement que les collectivités locales, par cette petite débrouillardise de terrain, ont réussi quand même à satisfaire un besoin impérieux que l'État n'arrivait pas à satisfaire lui-même. On a trouvé là quand même l'expression flagrante des limites du jacobinisme que vous évoquiez tout à l'heure et toute la vertu de l'agilité que les acteurs de terrain peuvent avoir de manière irremplaçable. J'espère que ça sera quand même un enseignement qu'on pourra tirer sur le temps long dans la réforme des institutions qui sera peut-être nécessaire. Ce que je voudrais dire pour une situation propre à Voiron, c'est que on a eu une chance dans nos difficultés, c'est qu'au moment où la crise s'est déclenchée, on était prêt à affronter la crise. Là, je dois dire que peut-être ma sensibilité d'auditeur de l'IHEDN m'avait entraîné à mieux anticiper potentiellement les situations de crise. Nous avions révisé complètement notre plan communal de sauvegarde le 18 décembre 2019. Début 2019, je m'étais dit, c'est pas possible, on a un plan communal de sauvegarde pour faire face aux situations de crise qui est périmé. Il n'était pas mis à jour depuis longtemps, il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient absolument plus à la réalité. Et si toutefois on devait faire face à un incident majeur, on risquait d'avoir des grosses difficultés à assurer nos responsabilités de gestion de crise, faute d'avoir un plan communal de sauvegarde qui était tout simplement d'actualité. Donc on l'a révisé entièrement. On a reconceptualisé un certain nombre des nécessités par rapport à des risques nouveaux qui étaient susceptibles de surgir. Et à la faveur de ce nouveau plan de communal de sauvegarde sur lequel l'ensemble des services de la ville avaient travaillé pendant 6 mois pour qu'il soit adopté le 18 décembre 2019, et on a fait un exercice de simulation d'une crise technologique au mois de janvier 2020, quand le 15 mars 2020 ou le 16 ou 17, je ne sais plus, on nous annonce que le pays est confiné pour cause de crise sanitaire, on dit bon, eh bien, on est dans une situation qui va justifier qu'on déclenche le plan communal de sauvegarde. Autant vous dire que tous nos collaborateurs se l'étaient approprié, avaient des réflexes de transition vers une gestion de crise, ce qui nous a permis très vite de mettre en place, en substitution des organisations habituelles de la ville, une organisation de crise avec une cellule de poste communal de commandement, la cellule stratégique autour de laquelle on prend des décisions. Le maire que je suis endossé la fonction de DOS, le directeur des opérations de secours. Le directeur général de service devenait le responsable des actions communales, le RAC. Et puis on a une cellule logistique, une cellule de soutien, une cellule de sécurité civile, une cellule de sécurité publique, et organisé avec ces cellules agiles pour répondre à la crise, en fait, très vite, on a été opérationnel dans un contexte dégradé qui nous permettait d'apporter les meilleures réponses à la crise sanitaire. On a eu des collaborateurs dont l'engagement a été globalement remarquable. On dit souvent que les crises révèlent les tempéraments. Je ne peux que le confirmer, au sens où les collaborateurs qui ont toujours manifesté de l'engagement de leurs actions, du dynamisme, de l'esprit d'initiative, ont été les piliers de l'organisation communale dans cette période de crise. Et puis tous ceux qu'on identifiait déjà comme volontiers tir au flanc ou partisans de la recherche du moindre prétexte pour en faire le moins possible, ça a été les premiers à ne pas être à la hauteur, évidemment, pendant cette période. Donc voilà, c'est la confirmation des tempéraments compressants. Je peux dire quand même que quelques collaborateurs, notamment parmi des assistantes de direction à la ville, se sont illustrés d'une manière absolument remarquable dans leur capacité à prendre de l'initiative et à faire preuve d'un esprit d'agilité dans l'organisation qui nous a laissé entrevoir qu'elles étaient probablement en capacité pour l'avenir de prétendre à des fonctions beaucoup plus empreintes de responsabilité que ce qu'elles font aujourd'hui. Et ça, dans la gestion des compétences de la ville, on tirera des enseignements quant à savoir ceux qui méritent demain de tendre à des responsabilités plus fortes. Si je devais, pour essayer de synthétiser un peu mon propos, diviser en phases, on a eu, je dirais, 3 phases de gestion de la crise. La première, ça a été la phase
où on a eu à organiser l'élection municipale 48 heures avant le confinement, où là, il a fallu qu'on assure la possibilité pour toute la population de converger dans les bureaux de vote avec le moins de risques possible pour leur santé, dans un contexte où je vous rappelle qu'on maîtrisait quand même vraiment pas grand-chose à cette époque-là du virus. Donc, on avait des stocks, heureusement, un peu de gel hydroalcoolique, de masques qu'on a mobilisés à ce moment-là pour que les gens puissent voter dans les meilleures conditions. On n'a pas fait mieux que la plupart des endroits de France. Bon, pas plus mal non plus. Et puis, on a eu grosso modo le poste communal de commandement qu'on a réuni tous les jours, du lundi au vendredi, de mars à mai. Tous les jours à 9 heures, on avait la réunion, on faisait le point cellule par cellule, cellule de soutien, cellule logistique, cellule de sécurité, cellule communication, sur quelle était l'information du jour, quel était le problème à traiter, quel était l'arbitrage à rendre. Et on a séparé en fait le poste communal de commandement en deux groupes. Un groupe qui se réunissait en présentiel les jours pairs, l'autre étant à ce moment-là en visio, et inversement, de manière à ce que dans l'hypothèse où la contamination gagnerait le poste communal de commandement, on a toujours une moitié qui serait capable de faire face si une autre moitié tombait. Si on se réunissait tous physiquement tous les jours, potentiellement, le virus aurait tous pu nous toucher. On a eu de mars à mai un gros effort de communication à conduire parce que les gens étaient très en recherche d'informations sur la manière dont les services étaient maintenus, sur le comportement à adopter, sur comment on fait pour avoir des masques, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça. Et ça a été compliqué pour nous de communiquer alors qu'on ne pouvait pas recevoir les gens, alors que les guichets d'accueil étaient fermés parce que c'était l'exigence réglementaire du confinement. On avait essentiellement Internet et les réseaux sociaux pour communiquer. On s'est aperçu que c'était aussi une limite pour des gens qui ne sont pas familiers de l'outil Internet et qui se retrouvaient par conséquent exclus de la plupart des canaux d'information. Ça, on essaye de réfléchir, dans l'hypothèse où ça se reproduirait, comment on peut continuer à établir du lien avec ces gens-là qui n'ont pas accès à Internet. Euh, on a eu à gérer tout le stress, l'anxiété que les gens éprouvaient pendant la crise aiguë, et on avait aussi un rôle pour les rassurer. Et puis, je disais, les équipements en masque, en solutions hydroalcooliques, le soutien au personnel de santé, qui a été quand même la préoccupation majeure entre mars et mai. Même s'il faut dire, pendant cette période, à Voiron et dans le département de l'Isère en général, on a quand même eu la faveur d'être assez largement préservé des effets les plus durs de la crise sanitaire, puisque pendant cette période, la crise a été quand même prioritairement dans le Grand Est, en Île-de-France, et nous, franchement, on ne s'est jamais trouvé dans une situation à être saturé sur le plan hospitalier, ce qui fait qu'on était évidemment soucieux de bien faire, en étant toutefois préservé quand même de beaucoup par rapport à d'autres territoires. La deuxième phase, ça a été celle du déconfinement. Là, les préoccupations ont changé de nature. Déconfinement, ça a été vraiment la dimension économique qui a pris le pas sur beaucoup d'autres sujets. Comment on permet au commerce de renouer avec leur activité, comment les entreprises peuvent redémarrer, comment l'intercommunalité qui est compétente sur le champ de l'économie, avec l'appui de la région, met en place des dispositifs d'aide qui évitent que les sociétés qui souffrent de la crise ne sombrent. On a changé la fréquence de réunion de notre PCC. Je vous disais qu'il se réunissait une fois par jour. À compter du déconfinement, on s'est contenté de le réunir 2 fois par semaine parce qu'on n'avait pas suffisamment de matière pour justifier qu'on continue de se voir tous les jours. Et puis, au fur et à mesure du temps, au mois de juin, on s'est vu une fois par semaine. Et à partir de juillet, on s'est vu une fois tous les 15 jours. Et quand la phase 3 est arrivée, la phase du reconfinement, on a réaugmenté la fréquence du PCC. Jusqu'à la semaine dernière, on se réunissait 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. On a décidé là qu'on allait se réunir une fois par semaine le lundi uniquement, et puis on aviserait en début d'année quelle serait la fréquence nécessaire, sachant qu'à ce stade, évidemment, les préoccupations sont encore différentes. Les protocoles sanitaires sont quand même globalement rentrés dans les mœurs, mais paradoxalement, depuis le mois d'octobre, on est quand même beaucoup plus lourdement frappé par les effets de la maladie, parce que là, pour le coup, notre département a été l'un des plus sinistrés de France. On a eu une vraie pression hospitalière. Ce que j'évoquais au tout début de mon propos sur la situation des EHPAD, ben, les EHPAD se sont trouvés cette fois-ci concernés par le virus. Et donc, voilà, ça a été paradoxalement une situation un peu plus simple, au sens où le caractère très aigu de la crise, toutes les incertitudes auxquelles on a eu à faire face, les pénuries en matériel n'étaient plus d'actualité. Mais par contre, le virus nous frappait beaucoup plus durement dans la deuxième phase que dans la première.
Bon, voilà, j'ai essayé de balayer un certain nombre de choses. J'ai pris l'engagement que je serai surtout là pour répondre à des questions. Donc, je suis à votre service pour répondre à toutes vos interrogations. Bien, je vais peut-être poser une ou deux questions pour lancer le débat, si vous permettez, parce que c'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Après, les autres suivent. Alors, vous avez parlé à la fois de vos collaborateurs et de l'engagement qui a été le leur, du révélateur finalement de leur capacité, du degré d'engagement vis-à-vis de la mairie. Vous avez parlé en même temps de l'utilisation d'Internet, de nouveaux outils de communication. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après cette crise, l'organisation même de la municipalité va changer par l'utilisation différente des moyens de communication que vous avez utilisés pendant la crise? Et est-ce que vos collaborateurs, là-dessus, sont force de proposition, ont une attitude ouverte? Comment ça se passe? Alors, il y a quelque chose qui a changé d'abord. C'est que moi j'ai eu à cœur, pendant toute cette période, de dire à nos collaborateurs que la défense du service public, c'est une petite musique qu'on entend en permanence. Et on entend souvent parler de la défense du service public au moment où il y a des mouvements sociaux. Je leur ai dit, quand la crise a démarré, je leur ai dit, vous savez, c'est maintenant qu'il importe de faire la démonstration de ce qu'est le service public, de ce qu'est sa force, de ce qu'est sa capacité à maintenir une présence au service des gens au moment où précisément le reste tend à se déliter et à disparaître. C'est là que vous devez être fiers d'être des agents de la fonction publique et faire la démonstration de la valeur ajoutée de ce qu'est le service public par rapport à des fonctions privées. J'avais besoin de les mobiliser par ce sursaut d'orgueil. J'aurais dit, vous me parlez toujours de service public quand à un moment donné il y a des revendications, c'est maintenant qu'il faut que vous montriez ce que c'est que le service public à vos yeux. Et de ce point de vue, je le disais, globalement, franchement, on parle de résilience, hein, c'est un peu le mot à la mode. Je trouve que la plupart d'entre eux ont vraiment manifesté ça. Ça les a rendus probablement aujourd'hui fiers, avec un sentiment où ils se sont aperçus à quel point potentiellement ils étaient utiles dans ces périodes. Et ça a créé de la cohésion au sein des services. Je pense que rétrospectivement, on sortira de cette période soudée avec une réaffirmation peut-être de ce qui fait la valeur ajoutée dans une vie que d'être au service public, au sein des collectivités, par rapport à d'autres missions. Même si évidemment, je ne dis pas ça pour dire que le service public est mieux que tout le reste. Hein. Simplement, c'est ce qui le distingue. Et ça a été important. Et après, sur les outils, franchement, en l'espace de 4 ou 5 mois, on a déjà fait des pas de géant pour se numériser, être en mesure de dématérialiser nos réunions. Au mois de mars, ça a été branle-bas de combat, on n'avait rien pour faire de la visio. Aujourd'hui, tout le monde est sur Zoom avec une agilité qu'on était loin de soupçonner au départ. On s'est équipé d'une salle qui nous permet de faire des visioconférences dans des meilleures conditions alors qu'on n'avait rien en termes d'équipement en la matière. On a fait des achats d'informatique, d'ordinateurs, de tablettes pour des cadres qui en ont besoin pour assurer de la démat et qui n'avaient rien pour le faire. On a toujours des problèmes de débit. Alors ça, malheureusement, d'ici à ce qu'on ait la fibre optique de partout, le besoin se fait sentir plus vite que l'infrastructure ne se déploie. Et je pense qu'il y a une partie du télétravail qui a été vécue comme une contrainte, comme une nécessité au départ, et qui va rester comme un outil utile au quotidien. Moi-même, j'ai des fonctions de maire qui font que je suis globalement tout le temps à Voiron. Je suis amené à être à Grenoble souvent au titre de mes fonctions au département, au service départemental d'incendie et de secours. J'ai opté pour la visio depuis, et le confort de gagner du temps dans la journée en s'épargnant des trajets en voiture et du temps dans les embouteillages, je pense que j'essaierai de conserver le bénéfice de ce que la visio m'évite d'avoir à faire 1 heure de trajet pour 3/4 d'heure de réunion des fois. Donc ça restera dans notre organisation. Et je disais tout à l'heure que sur le plan de la communication, on a beaucoup développé notre usage des réseaux sociaux pendant cette période, parce qu'entre mars et mai, on n'avait pas d'autres moyens, on n'en avait pas trouvé en tout cas pour diffuser des messages en grand volume à la population que par l'intermédiaire de Facebook, Instagram ou Twitter. On a sans doute progressé dans les codes, la maîtrise de ces réseaux sociaux. Nos collaborateurs ont développé leurs compétences en la matière. Ça nous sert aujourd'hui, mais ça nous a aussi développé la réflexion, je le disais tout à l'heure, de comment. On a mesuré en fait l'impact de la fracture numérique en voyant que c'était très bien les réseaux sociaux, mais qu'il y a plein de gens qui passaient à côté.
que notre responsabilité, c'est quand même d'adresser des messages à tout le monde, et on essaye de trouver le moyen de maintenir des messages boîte aux lettres, traditionnels papier, pour les gens qui ne sont pas numérisés, et si toutefois demain, on devait retomber dans une situation où on est de nouveau en blackout. D'accord. Je vais, si vous voulez bien, revenir un petit peu sur l'autre partie de vos ressortissants, si je puis dire. Je parle des entreprises. Est-ce que vous avez eu le sentiment pendant cette période-là, et encore maintenant, qu'elles ont été plus proches de la mairie, qu'elles vous ont davantage contacté, davantage sollicité? Alors, je ne parle pas seulement au niveau des aides, mais aussi pour différentes questions d'ordre administratif ou toute nature de problèmes qui peuvent se poser aux entreprises dans cette circonstance-là. J'ai bien noté que certaines d'entre elles vous avez épaulé, les cartes de Chartreuse, la société qui fait les tissages de Nantes, voilà, je cherchais le nom, et Anthésite Perrault. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, s'il y a un point positif dans cette crise, c'est que quelque part, elle a créé du lien aussi de ce côté-là? Alors, dans la relation aux entreprises, en fait, il y a plusieurs types d'entreprises. On a sur le territoire des grands groupes industriels, on a Thales, on a Rossignol, on a Schneider. Ceux-là n'ont jamais eu besoin de nous pour quoi que ce soit. Ils sont suffisamment dimensionnés avec des services qui les mettent en lien direct avec la Directe, par exemple, avec les ministères qui leur amènent des informations. Ils ont des juristes qui font de la compilation de veille sur tous les dispositifs. Ils ne se sont jamais tournés vers nous pour nous demander des informations. Ils n'en avaient pas besoin, ils se géraient tout seuls. On a les PME dans l'artisanat, dans l'industrie, dans les services, qui globalement ont pour interlocuteur dans le champ de l'économie l'intercommunalité, notre communauté d'agglomération, plus que la ville. Et c'est à juste titre, parce que la compétence économie, elle appartient aujourd'hui, au titre des réorganisations institutionnelles de ces dernières années, à la région comme chef de file et aux intercommunalités. Et ceux-là ont globalement pris le pli. Et c'est notre service économique de la communauté d'agglomération qui a eu à mettre en place un petit service de réponse aux questions. Donc on a mis une hotline en place pour dire toutes les entreprises, vous avez une question, vous avez un doute, vous avez besoin d'un renseignement, contactez-nous, on s'efforcera de vous répondre. Et ceux-là se sont tournés vers nous. Et puis, la troisième catégorie, c'est les commerçants. Et les petits commerces de proximité, ceux du centre-ville, on a souvent affaire à des indépendants. Et ceux-là n'ont absolument pas le réflexe de l'entreprise qui contacte la communauté d'agglomération. Ceux-là, ils n'identifient qu'un interlocuteur, c'est le maire. Et alors, ils ont été frappés lourdement, douloureusement, parce que pour certains d'entre eux, commerçants traditionnels, qui ont 55 ans, 30 ans de boutique derrière eux, pas forcément l'agilité pour se numériser, pour reconceptualiser complètement leur manière de faire du commerce à l'aune des changements de la société. C'est très brutal, cette crise, très très brutale. Et pour cela, la mairie est un soutien financier parfois, moral souvent. Et vous voyez, par exemple, on s'est efforcé de développer une plateforme de vente en ligne pour les commerces du territoire pour leur permettre d'accéder à ça, alors qu'ils sont incapables de le faire s'ils devaient le faire à titre individuel et qu'on n'avait pas cet outil à mettre à leur disposition. Et comme mettre la plateforme ne suffit pas, on a même embauché à la communauté d'agglomération 3 collaborateurs qu'on a recrutés exclusivement pour tenir la main à ces commerçants de manière à ce qu'on leur apprenne comment utiliser la plateforme qu'on met gratuitement à leur service, parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui sont très profondément bouleversés par ces évolutions de société qui sont très brutales. Ok. Je crois qu'il y a une question qui a été posée. Comment le centre hospitalier de Voiron a dû s'articuler, s'organiser avec les autres structures de santé, celle de Grenoble, celle de Lyon? Alors d'abord, le centre hospitalier de Voiron, depuis le 1er janvier 2020, il est fusionné avec le CHU Grenoble. Donc aujourd'hui, le responsable du centre hospitalier de Voiron, c'est le CHU de Grenoble, qui a un site, l'hôpital Sud à Échirolles, l'hôpital Nord Michalon à La Tronche et l'hôpital de Voiron. Donc on est dans une même entité. Là, je ferai réponse en 3 temps, rapidement. Mais le premier temps, c'est de dire, pendant la première phase de crise, entre mars et mai, on n'a jamais été saturé. L'hôpital s'est efforcé très vite d'augmenter ses capacités en lit de réanimation pour essayer de faire face potentiellement à un afflux massif de malades Covid qu'il faudrait hospitaliser en réa tel qu'on l'a connu
dans les premiers temps de la maladie. Et puis, en fin de compte, le virus n'a pas circulé sur le territoire au point de nous mettre à un stade de saturation. Donc, en fait, on a été très, très loin d'atteindre le seuil maximum capacitaire de l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, on a même accueilli des patients en délestage, par exemple, qui venaient de Besançon ou de Lorraine, parce qu'eux étaient complètement débordés. Et à Grenoble et à Voiron, on avait la capacité d'accueillir des patients qui venaient de territoires qui étaient complètement débordés. Donc, la coopération, elle s'est faite plutôt dans une logique où on essayait de se mettre à profit d'autres territoires qui étaient en surtension. C'est les agences régionales de santé qui géraient ça. Ce n'est pas du tout ma compétence de maire, je tiens à le préciser. En tout cas, on a observé ce phénomène-là. On a eu, deuxième temps, une amélioration de la coordination entre la médecine de ville et l'hôpital. Parce qu'en réalité, le premier correspondant de quelqu'un qui tousse, qui a de la fièvre et qui se demande s'il a le Covid ou autre chose, ça reste le médecin généraliste. Et les liens fonctionnels entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, ça reste un des défis majeurs à relever dans les organisations de santé dans les années à venir. Si les urgences sont aujourd'hui saturées de partout en France et bien avant qu'il y ait la crise du Covid, c'est parce qu'aujourd'hui, aux urgences, dans toute la France, on a des gens qui n'ont rien à faire aux urgences et qui devraient être chez les généralistes. Mais les généralistes sont parfois plus obligés de faire des gardes. Il y a des endroits où les généralistes partent en retraite et ne trouvent pas de remplaçants. Et on a un numerus clausus qui n'est absolument pas à la hauteur des besoins. Donc, toutes les faiblesses de la médecine de ville se reportent sur les urgences hospitalières et ça fait exploser le système. Et donc, on sent qu'au bénéfice de cette crise, il y a un dialogue qui se renoue aujourd'hui entre l'hôpital et la médecine de ville. Ça pourrait être précurseur de quelque chose d'utile dans l'avenir. Et puis, on est maintenant dans une situation où on a vécu l'afflux massif des patients dans la deuxième vague et où on s'est retrouvé là pour le coup très 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 en limite de capacité et où des patients du bassin grenoblois ont été accueillis en Allemagne. On n'était plus en capacité d'accueillir des gens qui venaient d'ailleurs, mais au contraire, on a trouvé du renfort. Alors ça a été marginal en volume, mais toutefois ça a été nécessaire. Et en tout cas, par l'entremise des agences régionales de santé, il y a eu une vraie gestion du flux entre les différents hôpitaux publics du territoire. Si l'un était saturé, alors l'autre prenait le relais. Là où il y a quand même probablement une vraie marge de progrès, c'est dans la coopération entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Parce que dans la première vague, quand on disait en Île-de-France que les hôpitaux étaient saturés, on avait des hôpitaux publics qui étaient saturés et parfois des étages entiers de cliniques privées qui restaient désespérément vides avec des respirateurs qui n'étaient pas mobilisés. Ce qui interroge quand même sur cette mentalité française qui a du mal à franchir parfois cette cloison publique-privée pour répondre à des besoins importants. J'allais vous poser cette question-là parce qu'on a beaucoup dit, y compris d'ailleurs au cours de la première phase, que les cliniques privées n'avaient pas de travail et n'avaient pas de malades. Et puis donc, on aurait pu assez facilement mobiliser des lits et surtout des postes de réanimation. C'est malheureusement vrai. Je voudrais revenir un instant sur quelque chose que vous avez évoqué un peu plus haut, qui a plus de rapport avec le remodelage, la remise en place de votre plan de sauvegarde. Vous avez dit, on l'a fait au mois de décembre, on a bien fait d'ailleurs parce que c'était vraiment le moment, puisqu'on avait la crise qui était devant nous, même si on ne le savait pas encore. Oui. Il se trouve que nous sommes au sein de l'AR8 en réflexion sur le thème de la résilience. Ce thème de la résilience, il s'applique bien entendu à l'ensemble du pays. Comment un pays, avec toutes ses composantes, y compris les citoyens, peut être résilient par rapport à une crise. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure on pouvait utiliser ce qui avait déjà été fait dans le passé en termes de plans de sauvegarde, en termes de plans de crise, etc., pour en tirer des conséquences et des enseignements pour remettre à jour toutes ces choses-là. Donc, comment vous y êtes-vous pris? Est-ce que vous avez puisé dans des bases de données sur des choses qui étaient arrivées dans le Voironnais ou pas? Et comment vous avez projeté, si vous voulez, le nouveau dispositif? Alors, on a eu à Voiron la chance d'avoir une collaboratrice extrêmement sensibilisée à ces questions de résilience, de prévention des risques, très tournée vers les questions de sécurité publique et de sécurité civile. Elle était directrice générale adjointe de la ville jusqu'au 1er septembre et elle était auparavant attachée de préfecture. Elle a travaillé
cabinet du préfet de l'Isère. C'est une camarade de promotion à Sciences Po. Et donc, elle a vraiment cette culture vraiment solidement ancrée. C'est elle qui nous a aidés. Et je le dis, la formation que l'IHEDN diffuse et qui m'a sensibilisé moi aussi, qui nous a poussé à un moment donné à nous dire il faut qu'on fasse. Et c'est elle qui a été vraiment la pilote de la refonte de notre plan communal de sauvegarde. Elle avait une grosse expérience des logiques de prévention de risques de sécurité civile développées à l'échelle de l'État, dont elle nous a fait bénéficier, alors même que spontanément, la fonction publique territoriale n'a pas cette culture régalienne. Donc elle nous a vraiment amené une valeur ajoutée là-dessus. Elle s'appelle Ludivine Lotissier. Honnêtement, un jour, si la R8 veut avoir une réflexion un peu plus spécifiquement liée sur cette question de la prévention des risques de sécurité civile, des refontes de plans communaux de sauvegarde, elle serait une ressource extrêmement précieuse. Et elle aurait le profil pour être auditrice, d'ailleurs, il faudrait qu'un jour on y songe. Et donc, elle nous a aidés. Après, on a travaillé évidemment sur l'appui de bases statistiques, de recensement de tout ce que sont les risques potentiels sur la commune, risques naturels. Le principal risque à Voiron, c'est des risques d'inondation liés à une crue torrentielle de la Morge qui traverse Voiron. C'est ça qui. Et on a des antécédents en la matière, puisqu'en 1896, je crois, Voiron a été très fortement sinistré par la Morge qui était sortie de son lit et qui avait tout embarqué sur son passage. On a des plans de prévention de risques d'inondation qui, depuis, ont permis quand même de faire beaucoup de progrès d'anticipation. On a des risques technologiques. On a une usine Céveso qui est à quelques kilomètres de Voiron et qui pourrait nous confronter à des risques. Et puis après, eh bien, on a travaillé beaucoup avec l'Institut des risques majeurs, qui a des ressources pour aider les communes à mettre à jour comme ça leur plan de prévention, de sauvegarde, et qui nous a aussi aidé à l'organisation des exercices. Ça, c'est fondamental, il ne faut jamais l'oublier. Avoir le meilleur plan communal de sauvegarde sur le papier, c'est bien, mais si le plan communal de sauvegarde au top de la Terre, il dort dans un tiroir et que personne ne le connaît, et qu'on n'est pas capable de remettre la main dessus quand le problème survient, et que personne n'est en mesure d'appréhender rapidement le rôle qu'il doit jouer dans cet édifice de crise, ça ne marchera pas. Et c'est des exercices qui permettent de faire en sorte que chacun soit opérationnel. Et je dis, c'est là où on a bénéficié, nous, d'un exercice au mois de janvier, qui fait que quand on déclenche le plan communal de sauvegarde en mars, on met un peu moins de temps à se mettre en ordre de marche que si on n'avait pas eu ça. Merci. Je reçois plusieurs questions qui reviennent un petit peu à la sauvegarde de l'activité. La première concerne la sauvegarde et la survie du monde de la culture. Est-ce que, quand on est maire d'une commune comme Voiron, on a des moyens pour permettre, dans une situation comme celle-là, de sauver ce qui peut être sauvé dans ce domaine-là? Première question. Je vous pose la deuxième parce qu'elle est toujours dans le monde économique, enfin, dans le monde économique et le ressort de la mairie. Quelles sont vos préoccupations économiques et sociales pour 2021 et quels seraient les leviers pour y faire face localement? En commençant par la culture, si vous voulez bien, et ensuite, la deuxième question que je vous reposerai peut-être. Alors, sur la culture, je dirais qu'à notre échelle communale, on a surtout une capacité d'action auprès des acteurs de la culture, j'ai envie de dire, bénévoles, enfin le monde associatif. Toute la sphère culturelle associative, on participe très souvent à sa survie par les financements qu'on lui octroie. On verse des subventions de fonctionnement aux associations, on subventionne des événements festifs qu'elles organisent. Et donc, on avait versé un certain nombre de subventions pour tout un tas d'événements culturels qui devaient animer le printemps 2020, la rentrée. Ces événements ont été annulés. La première décision qu'on a prise, c'est de dire on maintient à ces associations-là le bénéfice des financements qu'on leur avait octroyés, parce que certaines avaient déjà engagé des frais pour organiser les événements qui malheureusement n'ont pas pu avoir lieu. Si on leur avait demandé de nous rembourser compte tenu de l'annulation des événements, honnêtement, mettez la clé sous la porte et c'est des troupes de théâtre qui disparaissent et c'est un comité de jumelage qui disparaît aussi. Et dans le champ culturel, pour nous, c'est important. C'est vraiment ceux qui font l'animation de tous nos week-ends et de nos soirées et de nos vacances, quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a essayé de trouver le moyen de maintenir ce qu'on pouvait maintenir
au moins dans la première phase du déconfinement, entre le mois de mai et puis le mois de juillet, où alors à un moment après, la circulation du virus a redémarré au point qu'on ne pouvait quasiment plus rien faire. Euh, on s'est tenu en lien étroit avec notre cinéma. C'est un acteur culturel majeur dans une ville comme Voiron, le cinéma. On a développé avec lui et avec les écoles, dans toute la première partie du déconfinement, le maximum d'activités qu'on pouvait faire, parce qu'on a un cinéma familial dont on sait très bien que les 2 mois de fermeture qu'il a eu à subir entre mars et mai ont été à 2 doigts de précipiter sa fermeture. Et là, pour le coup, il souffre évidemment très fort depuis qu'il a été refermé et qu'il n'a toujours pas rouvert, comme tous les cinémas de France. Et là, on n'a pas beaucoup de moyens efficaces de pouvoir l'aider à survivre. On ne sait pas trop comment faire. On est un peu désemparé là-dessus d'ailleurs. Et on aimerait trouver des vraies solutions. Après, j'imagine que c'est quand même beaucoup l'État, la région, qui a peut-être des leviers plus puissants pour aider les acteurs professionnels de la culture. Sur l'économie, mes préoccupations, moi je constate d'abord qu'on a beaucoup de PME, il ne faut pas être trop sinistre non plus, qui s'en sortent pas si mal. On en a même qui ont trouvé des leviers de développement et de croissance dans le champ sanitaire avec un peu d'opportunisme, mais de bonne aloi, un opportunisme, de l'agilité comme il en faut, et qui ont une activité qui déborde. Donc, c'est bien de rappeler quand même qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il n'y a pas que des gens qui souffrent et qui craignent pour leur survie. Il y en a aussi qui voient dans la crise une opportunité de mutation et de découvrir des nouveaux marchés et qui réussissent. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup souffert, hormis évidemment tous ceux qui ont été fermés administrativement, les commerces de proximité, les restaurants, les acteurs du tourisme pour qui la situation est très, très critique. Et sur ces champs-là d'activité, je ne sais pas quelle va être la casse en 2021, mais j'ai beaucoup d'appréhension. Les acteurs de l'industrie qui ont le plus souffert, c'est ceux qui sont dépendants de l'activité internationale. Pomagalski, qui fait les remontées mécaniques, etc., qui travaille dans le monde entier, qui fait l'essentiel de son chiffre, 90% à l'étranger. Dès lors qu'on ne peut plus voyager, qu'on ne peut plus aller en Chine, qu'on ne peut plus aller en Amérique du Sud, ou alors au prix de grandes complications, grosse baisse d'activité. Les caves de Chartreuse, ils ont 60% de leur vente à l'export. Dès lors que leurs commerciaux ne peuvent plus circuler, que les bars sont fermés dans le monde entier, la crise est très dure pour eux. Aliments, qui fabriquent des machines pour la papeterie sur la commune de Rives, l'essentiel de leur activité se fait à l'international. Pouf, gros bouleversement, chute d'activité. Tous ceux qui vivent de l'international, se retrouvent confrontés. Alors déjà que les tensions géopolitiques sont parfois pas très favorables et que quand Trump s'enrhume, ça a une conséquence lourde pour eux. On craint pour eux. Après, moi, j'ai envie de dire que sur 2021, ce que je redoute en vérité, c'est qu'on sait qu'une bonne partie des acteurs économiques qui ont la tête maintenue hors de l'eau grâce à tous les dispositifs d'avance remboursable ou de prêts garantis par l'État, quand ceux-là vont avoir à rembourser, que leurs charges vont donc augmenter et que potentiellement leur chiffre d'affaires n'aura pas augmenté dans des proportions similaires, on a probablement un différé de défaillance qui va être lourd à porter. L'État le sait, il a récemment différé les échéances de remboursement du PGE pour certainement éviter qu'on ait des défaillances trop nombreuses et en même temps. Mais là, c'est un petit peu, on sait qu'on a une partie des entreprises qui survivent aujourd'hui de manière un peu artificielle. Est-ce qu'on va réussir à les maintenir de manière plus pérenne? À quel prix? C'est la question. Mais là, il est clair qu'une mairie ne peut pas faire grand-chose, puis c'est pas son rôle. Non. Nous, on a fait des gratuités de droits de voirie pour les terrasses des bars et des restaurants. On a fait 6 mois de gratuité pour les marchands pour ceux qui sont sur le marché, les commerçants non sédentaires, de manière à diminuer un peu leurs charges. Mais c'est marginal par rapport aux vrais besoins, c'est sûr. D'accord. Si on reparle de 2021, vos priorités pour la mairie? Nos priorités, nous, on a quand même un plan de mandat qu'on va s'efforcer de tenir le plus fidèlement possible, on peut pas, on espère qu'on va pouvoir très rapidement essayer de renouer avec ce que sont les projets normaux qu'on veut poursuivre et puis que la crise ne soit plus notre obsession permanente. On a moi, j'ai jamais vécu depuis que je suis engagé dans la vie politique, ça fait 15 ans, que beaucoup de mes week-ends sont ponctués par des manifestations publiques, par des festivités, par des assemblées générales associatives, par des événements sportifs. Je n'ai jamais connu une période où je n'ai rien dans mon agenda le samedi et le dimanche. En ce moment, c'est le cas, depuis quelques mois. On a une foire à Voiron, qui est la foire Saint-Martin, dont on devait avoir cette année la 664e édition. Cette foire, elle n'a jamais été interrompue dans l'histoire
à l'exception des deux guerres mondiales. Même les troubles révolutionnaires n'ont pas empêché la foire Saint-Martin de se tenir, même les pestes bovines, au temps où cette foire était une foire agricole, n'ont pas empêché la Saint-Martin de se tienne. C'est une blessure pour moi que de savoir que dans 15 ans, dans 20 ans et longtemps encore après, mes successeurs diront la foire Saint-Martin a été interrompue par les guerres mondiales et la crise du coronavirus en 2020. On a tout fait pour espérer la maintenir sous une forme un peu aménagée, pour que l'histoire retienne que 2020 ne nous a pas totalement paralysés, ben on n'a pas réussi. Moi, j'aspire à ce qu'on renoue avec la foire Saint-Martin, avec les fêtes de la Chartreuse, avec les assemblées générales d'associations, le forum des associations. J'aurais même pas mes voeux à la population en janvier. C'est un temps hyper fédérateur. Ça compte dans la vie communale, ce temps d'échange. On ne l'aura pas. C'est difficile à vivre, ça, évidemment. C'est sûr. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont à poser par nos collègues. Moi, je vous ai posé à peu près toutes les questions que je voulais vous poser. J'ai aperçu la tête de René qui apparaissait à l'écran par intermittence. René qui est toujours bavard, s'il n'a pas de questions, je suis surpris. Mais a priori pas. Non, apparemment, il n'a pas de questions. J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a eu une collaboration entre la ville de Grenoble, enfin le bassin grenoblois et le bassin boironais pour cette gestion de crise, des échanges d'informations, de trucs et astuces, etc. ou pas? On a des coopérations. Au titre de la crise, pas vraiment. Oui, je parlais bien au titre de la crise. Non, la crise n'a pas été un ferment de coopération nouvelle. Vous voyez, typiquement, quand il s'est agi d'équiper le territoire en masques ou en solutions hydroalcooliques, alors là, chacun raisonnait à son échelle, quoi. Et on n'a pas trouvé de levier de résolution. Non, les coopérations aujourd'hui entre un territoire comme Voiron, le Pays Voironnais et la métropole grenobloise, c'est beaucoup sur les mobilités. Parce qu'on sait très bien qu'on a des problématiques de liaison quotidienne entre Voiron, Grenoble et les accès à la métropole. On a 30% de nos actifs à Voiron qui travaillent tous les jours à la métropole. Donc c'est un enjeu majeur pour les deux territoires que de fluidifier les relations en termes de mobilité. On a un syndicat commun qui nous permet de réfléchir à ces sujets-là aujourd'hui. Et je pense que ces coopérations, elles augmenteront dans l'avenir. Sur le champ de l'économie, ça se développe quand même. Là, il y a quand même une initiative commune qui a été mise en œuvre par le Pays Voironnais, la métropole de Grenoble et le Grésivaudan sur une réflexion en lien avec les industriels sur la résilience. Comment les entreprises peuvent coopérer mieux entre elles pour éviter de s'apercevoir un peu douloureusement qu'elles importent depuis un pays asiatique des matériaux qui sont produits à 3 km de chez elles par une entreprise dont elles ne connaissaient pas l'existence. Comment on a des démarches de responsabilité sociale, environnementale au sein des entreprises qui permettent de mieux faire face à ces chocs, de les anticiper. Ça, ce n'est pas des réflexions qu'il est pertinent de réduire au périmètre des 95 000 habitants du Pays Voironnais. Et donc, pour que ça soit productif de solutions, ça, c'est conduit par le Pays Voironnais, la métropole de Grenoble et le Grésivaudan, du coup, sur l'échelle d'un bassin qui fait plus proche de 600 000 habitants que de 90 000, quoi, ce qui est quand même plus intéressant. D'accord. Sur ce plan-là, eh bien que ça relève effectivement peut-être davantage de la communauté de communes, est-ce que vous avez travaillé un peu plus spécialement sur les opportunités qui peuvent se présenter du fait de cette volonté de relocaliser certaines activités? Alors, est-ce que nos parents ont des atouts là-dessus? Ouais, on commence à réfléchir à ça. C'est pas facile hein, à notre échelle. Là, j'ai envie de dire que ça démarre parce que le plan de relance que le gouvernement a engagé est beaucoup fondé sur la relocalisation industrielle. Et aujourd'hui, on peine à voir peut-être la traduction concrète de ça sur le territoire parce que les entreprises commencent à travailler avec cette donne-là dont elles essayent de prendre la maîtrise. Donc, je pense que c'est dans les mois à venir qu'on va pouvoir le mesurer, si ce n'est quand même qu'on a délibéré au Conseil communautaire du Pays Voironnais avant-hier soir pour acter la volonté d'implantation du groupe Arémont sur Centralpe 2. Arémont, qui a en particulier besoin de s'implanter sur Centralpe 2 pour faire face aux besoins de production de sa branche Life. Vous savez qu'Arémont, le cœur de métier, c'est quand même essentiellement le secteur automobile. Et il développe depuis quelques années
des applications en matière de santé, donc c'est cette branche Life, et ils ont développé notamment, depuis maintenant quelques années, un procédé breveté qu'ils appellent, c'est le produit Raydilio, Ray comme le Ray de Raymond, qui est un petit encapsulage de fioles pharmaceutiques pour notamment des produits injectables, dont potentiellement des vaccins. Ils ont vendu, on en a parlé pas mal dans les médias là, récemment, une vingtaine de millions de doses de conditionnement au gouvernement canadien, qui s'est dit on va se préoccuper d'acheter des doses de vaccins auprès de Pfizer, mais on va aussi s'assurer d'une sécurité d'approvisionnement des conditionnements, parce que ce serait bien malin d'avoir des doses de vaccins, mais si elles ne sont pas conditionnées. Et le gouvernement canadien a fait des commandes auprès d'Arémont, qui est un acteur grenoblois, qui a du coup besoin d'augmenter sa chaîne de production et qui va s'installer dans Centrale. C'est un potentiel de création de 450 emplois. Hein. On parle d'un site industriel sur presque 6 hectares, donc c'est quelque chose de massif. Je regrette au passage que ce soit les Canadiens qui viennent chercher en France le savoir-faire de Arémont en matière de conditionnement de vaccins, et qu'au titre d'une logique de patriotisme industriel et de stratégie industrielle tout simplement, on n'ait pas encore nous-mêmes fait cet arbitrage. J'ai pourtant eu l'opportunité d'avoir le ministre de la Santé au téléphone à ce sujet. Je lui en ai parlé en direct. Je lui ai dit, écoute, il ne faut pas rater cette opportunité-là. Peut-être que ce n'est pas un laboratoire français qui sera le premier à sortir les doses de vaccins. On s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement, c'est bien le cas. Mais le gouvernement français aurait au moins la possibilité de dire que l'industrie française bénéficie de la sortie des vaccins par l'intermédiaire de cette société majeure française Arémont qui produit les conditionnements. Arémont, c'est quand même 7000 collaborateurs dans le monde, 1,2 milliard de chiffre d'affaires, c'est quand même un acteur industriel qui compte. Pour l'instant, l'étranger la mobilise davantage que la France pour répondre à sa valeur ajoutée dans la crise. Ça me fait rager. C'est malheureusement un exemple qui n'est pas isolé dans votre pays. Bien, monsieur le maire, je crois qu'on arrive au bout de notre réunion. Il est 20h02. Je voudrais, au nom de tous les auditeurs qui ont participé à cette vidéoconférence, vous remercier très sincèrement. Peut-être qu'on a des pistes à voir avec vous, notamment, puisqu'on a parlé de résilience avec cette mademoiselle Gautissier. Je pense que vous pourrez de manière utile associer nos réflexions sur ce sujet-là. Je profite de cette occasion pour vous passer également le salut cordial de M. Christian. Vous avez rencontré très souvent pour… J'ai pas entendu, ça a bugué au moment où vous évoquiez le nom. Monsieur Jarry, Christian Jarry. Ah, bien sûr. Donc, il m'a dit, puisque tu vois Julien Paula, passe-lui mon bonjour, c'est chose faite. Regretté président de la MUT. Absolument. Parce il y avait bien des problèmes qu'on a aujourd'hui qui n'étaient pas là quand il était président. Absolument. Donc, j'ai fait le message, comme ça, il vous salue au passage. Merci, toutes mes amitiés à lui. Je vous remercie. Vous savez que vous êtes toujours et vous serez toujours bienvenue dans notre association AR8, à laquelle vous participez et à laquelle vous appartenez d'office, puisque vous avez suivi, comme nous, les sessions d'IHEDN. À votre service et merci pour votre attention à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.